dont nous vivons aujourd'hui, imposée par la crise de la Covid, font en sorte qu'il est impossible les uns les autres de se déplacer, et chacun de confiner, mais nous sommes de tout cœur avec elle. C'est très triste parce que forcément nous n'aurions pas les moyens physiques de lui dire au revoir, de l'accompagner. Mais il est mort, grand combattant, aux dernières nouvelles. Il est mort, il a donné toutes les recommandations que ses restes retournent à la terre de ses pères. Et je pense que ce vœu sera réalisé. Nous continuerons le combat. Et on l'a souvent si bien dit que ce n'est pas tout le monde qui goûtera finalement le délice de notre combat. Mais le plus important, c'est de marquer son passage dans ce combat, de le marquer positivement. Et M. Jean-Claude Tchiani l'a marqué positivement. Ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont été proches de lui le savent très bien. Moi, personnellement, il est, je vais le dire officiellement, il est l'une des seules personnes que j'ai réussi où je vis. Parce que là, je suis très discret, je l'ai reçu chez moi. C'est vrai, ce jour-là, même pas voulu dormir. Mais vraiment, j'avoue que je l'ai ouvert mes portes sans crainte parce que celui-là m'inspirait confiance. C'est un aîné que j'appréciais beaucoup. C'est un aîné où on avait un rapprochement au-delà de père et fils. Il y avait une complicité véritable. Peut-être certains ne pouvaient pas le voir, le savoir, mais partout il me voyait. Quand il y avait manifestation, fils, tu es où? Viens, 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 viens. Il me cherchait. Même quand j'étais distrait, j'étais derrière. Vous savez, moi, quand il y a des manifestations, je m'y retrouve. La plupart du temps, c'est de communier avec le peuple, de bavarder et de prendre le retour. Ça ne m'intéresse pas trop d'aller au-devant ou bien prendre le micro, mais c'est lui qui se rassurait tout le temps. Tchoumbou, si tu es là, allez, passe, tu vas prendre le micro. Ça, c'était le grand frère Jacques-Claude Tchiani qui donnait l'espace, qui s'efforçait à donner l'espace, la vitrine aux jeunes de pouvoir porter plus haut le combat. Mais il n'a jamais gardé, ou bien il n'a jamais cessé de défendre sa fibre patriotique, sa chapelle politique qui était à l'UPC. Et je me rappelle où il a eu des problèmes une fois où il avait organisé avec la convergence de toutes les associations au niveau de la diaspora. Il a osé engager l'UPC. Il a été attaqué par l'UPC Manidem, par l'UPC Maire, etc. Il a dit ma position est claire. Nous allons accompagner les autres organisations de la diaspora camerounaise pour dénoncer le régime de M. Paul Biya. Ça, c'était Jean-Claude Tchiani. Vraiment, nous disons à sa femme d'être forte, de continuer, mais que la mort ne doit pas être considérée comme une fatalité, mais finalement cette épreuve que tous nous allons devoir affronter. Et je pense que tous nous sommes appelés à partir, mais le plus important, avant notre départ, il est important de se différencier des animaux, parce que les animaux comme nous savent se loger, savent manger, savent se nettoyer, savent faire l'amour, mais ce qui nous différencie, c'est que nous, contrairement aux animaux, nous devons laisser quelque chose à la prospérité. Et M. Tchiani a laissé. Et l'histoire du Cameroun retiendra que Jean-Claude Tchiani a porté aussi plus haut le combat. Au-delà du Cameroun, il a continué son combat dans la diaspora sans jamais à se compromettre. Un homme combatif, un homme qui se battait par tous les moyens. Et à toute sa famille, et pleurer, nous les réconfortons et nous leur demandons de tenir fort. Le peuple de la résistance, nous serons derrière eux pour les accompagner. Merci pour le fils qu'il a été, merci pour le père qu'il a été, merci pour l'aîné qu'il a été, merci pour le grand frère qu'il a été. Et personnellement, je n'oublierai jamais, quand il me voyait souvent un peu dérivé, il ne cessait de prendre son téléphone et m'appeler. Peut-être beaucoup ne savaient pas. Fils, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas te voir dans ce couloir, je ne veux pas te voir prendre cette trajectoire. S'il te plaît, retiens-toi. Ça, c'était Jean-Claude Tchiani. Toujours prêt à conseiller. Toujours prêt à apporter sa part. Et je me rappelle encore à Bruxelles, là où une soirée avec les autres combattants, une nuit où on a passé toute une nuit, au-delà du combat, à causer, à bavarder de tout. Et il a animé vraiment cette soirée. Maître Momo Florence peut se rappeler. Et plusieurs. Que sa femme soit forte. Rebonsoir tout le monde, vous qui êtes connectés. C'est aussi ça le combat. Nous sommes tous appelés à partir. Nous sommes tous appelés à quitter cette terre.
Mais avant de quitter cette terre, il est important qu'on puisse retenir notre nom. Mais pas retenir notre nom de manière négative, mais aussi de manière positive. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avions laissé à notre prospérité. Durant notre résistance, qu'est-ce que nous avons déposé, qu'est-ce que nous avons laissé. Aujourd'hui, je fais cette sortie, je ne voulais pas la faire, sincèrement, parce que personnellement, je suis à un moment de recueillement et d'espace personnel. Mais il était important de faire cette sortie parce que j'ai l'impression que nous ne sommes pas conscients de la capacité, de la force que nous avons pour ce combat. Et nous oublions les grands avancées dans ce combat, dans cette résistance que nous avions pu faire pour mettre en difficulté le régime en place. Mais on est arrivé à un moment de saturation. Un moment où cette saturation tend à vouloir détruire ou bien auto-flageller notre combat. Il est donc important de faire cette sortie, de rappeler et de repréciser à plus d'entre nous quelle est véritablement notre cible. Est-ce que notre cible, finalement, c'est nous-mêmes, entre nous combattants, ou bien c'est Paul Biya qui demeure toujours être la cible de notre combat, de notre leader, ou bien son système? Mais malheureusement, depuis quelques jours, j'observe que jusqu'à preuve de contraire, malgré que beaucoup s'identifient à celui qui porte le combat, Maurice Kamto, qui est finalement la pierre angulaire de notre combat, qui s'identifie à lui, qu'il se oppose souvent dans ses propos, se dire, il s'identifie à ses propos, tel qu'il a décidé, ils pourront être concentrés sur l'objectif. Surtout que la dernière sortie, où il demandait encore, il appelait non seulement toute la résistance au niveau de Cameroun, mais aussi au sein de la diaspora, d'être concentrés véritablement sur le combat qui nous est cher. Ce combat est finalement de faire partir le système démocraticide de Yaoundé, de faire tomber, oui, tout le système, les piliers qui sont mis en place dans le but de maintenir le système biaïste, parce que ce système est en train de se réinventer. Il est en train de se refaire, il est en train de se réorganiser dans le but de nous imposer, après Biya, c'est Biya. Mais malheureusement, j'apprends avec mécontentement, comme beaucoup d'ailleurs, qu'aujourd'hui, nous, en tant que combattants, nous avons atteint, certains ont atteint peut-être un niveau de saturation où nous avons l'autocensure, l'autoflagellation, l'autodestruction. On se mange entre nous, alors qu'on oublie souvent la cible. J'ai été choqué, parce que comme tout, d'ailleurs, comme plusieurs, de voir un combattant jeter la vindicte populaire d'autres combattants et d'autres ennemis. Et je me suis dit, je ne pourrais pas me taire, je ne peux pas rester tranquille. Il faut quand même restituer la vérité. Et le plus pire, c'est que lorsqu'il le fait, vous avez des personnes qui l'accompagnent dans cette démarche et qui acceptent et qui pensent que ce qu'il est en train de dire est vérité. Malheureusement, le plus dramatique dans notre combat, c'est que tous, nous sommes toujours suspendus au premier degré de l'information. Lorsque quelqu'un dit tel est un bandit, tel a volé, tel est un menteur, tel est un infiltré, tout le monde se jette à ça et tout le monde applaudit et prend et accepte cela, avale cela comme si c'était de la pilule et prend cela comme une vérité établie. Mais il est important de repréciser que peut-être vous ne connaissez pas beaucoup de personnes, mais moi j'ai la priorité dans mon combat, non pas seulement au niveau de la diaspora, mais depuis le Cameroun, de connaître certains aînés via les médias, via pas d'autres personnes. J'ai entendu parler de leurs témoignages et de leur combat qu'ils ont mené pour le cas du Cameroun. Mais je vais nous parler aujourd'hui, ce soir, de Hugo Somo et de Marcel Tchangé, qui sont deux aînés, même Eli Kadi aussi, qui sont des aînés qui vivent ici en Belgique et qui sont les précurseurs d'un combat depuis la nuit des temps. Mais j'ai l'impression que beaucoup ne leur connaissent, on ne leur connaît pas. Nous, peut-être de la nouvelle génération, nous parlons d'eux avec beaucoup de légèreté, beaucoup de condescendance sans jamais en mesurer qui sont effectivement ces aînés. J'ai été choqué qu'on me les présente comme étant des infiltrés. Sans entrer dans un débat de querelle ou bien de dispute, ou bien de réponse. Mais il est important, avant de faire tout jugement avec toute personne, il est important de regarder sur la trajectoire.
politique, sur la trajectoire que ces hommes ont souvent porté pour le cas de combat. Je vais parler en premier de Hugo Somo. Hugo Somo, pardon, c'est un monsieur, peut-être beaucoup ne le connaissent pas, il est très effacé. Je parle de cet homme parce que j'ai organisé ici en Belgique, j'ai été associé à l'organisation des manifestations devant ces aînés. Ils m'ont inspiré de par leur façon de faire, de par leur façon de travailler. Ce sont des gens que vous n'allez pas, et peut-être beaucoup vous ne les connaissez pas. C'est des gens qui ne recherchent pas la visibilité. Mais ce sont des gens qui sont prêts à aider les gens tout autour d'eux, au-delà des jeunes, tout le monde, pour que le combat puisse avancer, même s'il faut qu'il se fasse. Je le dis par témoignage. Je le dis parce que j'ai vécu cela. Et j'ai été personnellement abasourdi de savoir que, au-delà des gens qui prennent le combat comme étant un lieu de stérilisation ou bien un moment de stérilisation de sa personne, il y a des gens qui prennent le combat avec beaucoup de sérieux et qui aident la dynamique et qui aident les jeunes à pouvoir avancer. Ils existent encore. Et ça, j'ai été bluffé, j'ai été touché. Je ne me suis pas fait une opinion de leur personne parce qu'on m'a dit ou bien on m'a raconté. Mais j'ai eu le privilège d'être proche de ces aînés et de voir comment ils avancent. Je ne veux pas dire qu'ils sont la perfection. Je ne veux pas dire qu'ils sont des anges. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que la faiblesse qu'ils peuvent avoir ou bien peuvent posséder en eux n'est pas une faiblesse qui remettra en cause notre combat. Hugo Somo est un homme depuis le Cameroun. Il a mené le combat dans les années 90. Il était parmi les artisans des cartons rouges. Pour ceux qui ne connaissent pas. Hugo Somo a fait le concours de la police, a fait le concours des commissaires. Il est sorti commissaire plein. Il a fait la formation à Kondengi, à Moutengeni. Comme commissaire, il a des collègues jusqu'à aujourd'hui, même dans le régime, qui le connaissent comme commissaire. Lorsqu'il sort de cette formation, il ne retrouve pas son nom dans la liste. Il a une formation de commissaire. Hugo Somo. C'est un monsieur qui était archiviste à la commune urbaine de Douala. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Donc c'est son combat qui le fait partie du Cameroun pour ici. À l'époque, lorsqu'on n'avait pas trop les médias en ligne là, Kamer.bi, moi j'étais le chargé des relations publiques pour le PURS, Peuple Uni de la Rénovation, pour la rénovation sociale, le parti de Serge Espoir Matomba. J'étais dans le CELCOM, j'étais CELCOM de ce parti. Je me rappelle qu'à l'époque, lorsqu'on menait nos meetings, nos campagnes, Hugo Somo, ces archives-là existent. Kamer.bi faisait des reportages, des écrits. Quand Kamer.bi chauffait à l'époque, Hugo Somo a fait des papiers sur nous. Donc, oui, il est là. C'est un écrivain journaliste. Hugues. Il y a des réunions que nous avions faites. Hugo Somo nous a pondu le rapport de notre réunion. Donc, vous êtes en réunion comme ça, là. C'est lui qui prend tous les rapports. Vous ne savez même pas. Vous n'êtes même pas au courant. Mais il s'assoit, il prend automatiquement tous les rapports. Et il vous envoie à tous ceux qui ont des mails. Il vous envoie tous le rapport de la réunion que nous avons effectuée. Ça, c'est Hugo Somo. J'ai vu ces messieurs se déployer, abandonner sa famille. Lorsqu'on allait chasser Paul Biya, il abandonne. Sa femme ne sait même pas qu'il va se mettre en route. Avec les Marseille Tchangé, ils organisent, se mettent dans la voiture. Ils payent l'essence. Entre eux, ils cotisent là. Ils se retrouvent pour venir couvrir l'événement. Pour archiver, pour nous donner des conseils. J'ai vu ces aînés.
Avant que nous ne menons le combat de la basse. Parce que ce qu'il faut dire, la basse n'est-ce que l'inspiration de ce que les Kenta faisaient avant. Et quand Kenta partait, les Hugo Somo accompagnaient Kenta pour archiver. C'est lui qui écrit ce livre. C'est Hugo Somo qui écrit ce livre. Emmanuel Kenta, la bête noire du couple présidentiel camerounais. Pour ceux qui l'ont lu, pardon. C'est Hugo Somo qui retrace le combat de Kenta. Donc c'est les gens qui ont commencé à chasser Paul Biya. Depuis. Donc avant que la basse ne naisse, avant que nous nous découvrions dans le combat, eux, ils ont connu le combat. Ils sont dans le combat depuis. Nous voulons continuer dans l'autodestruction en présentant les autres comme étant des infiltrés, des dangereux pour la révolution. On amplifie ça. Vous voyez des gens saluer, approuver, sans avoir des éléments d'appréciation qui prouvent. Si on vous demande qu'est-ce qu'ils ont trahi, qu'est-ce qu'ils ont vendu, auriez-vous les moyens matériels de le prouver? Peut-être vous allez répondre devant la justice pour expliquer quand est-ce qu'ils vous ont trahi ou bien vendu. Donc voilà un combat que nous sommes en train de mener pour être libérés. Pour libérer le peuple camerounais, comment réfléchir? Mais nous donnons les éléments au régime en place de se renouveler, de se réinventer, afin de mettre sur pied finalement, après Biya, c'est Biya. Or, on devait tous ensemble, comme un salon, toute la résistance, regarder ensemble comment on peut faire, quelle stratégie pouvons-nous mettre sur pied pour finalement faire débarrasser, mettre en difficulté en cette année 2021 le régime démocraticide de Yaoundé. Mais ce que nous estimons aujourd'hui, ce qui excelle dans notre combat, c'est l'autodestruction, l'autocensure des uns contre les autres. Et ceci, toujours pas une quête de reconnaissance. Cette sortie pour accuser ces aînés d'être des infiltrés, c'est parce que ces aînés, le simple fait, il y a un débat qui suit. Les gens ont laissé faire, sur toi raconter que c'est la base qui avait gagné le procès contre l'ambassadeur du Cameroun ici en Belgique. Mais ça a circulé, les gens ont salué ça. Mais nous, ça ne nous intéressait même pas. Que ce soit la base, c'est toujours le combat. Que ce soit la base ou bien quelqu'un d'autre, c'est toujours le combat qui avance. C'est la fierté du combat. Mais pour plus d'explications, il est important d'éclairer la lanterne. En réalité, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique a porté plainte contre Marcel Tchangé et Carlos Mwende qui était arrêté. On vient expliquer que le grand Marcel Tchangé a dû faire une liste à les donner. Depuis quand c'est un accusé qui fait la liste des co-accusés et donné? Ayons de bon sens. Ayons le bon sens. Mais c'est ce qui est la vérité. L'ambassadeur a porté plainte contre Marcel Tchangé. Et il a gagné ce procès. Et le maître Alexis de Watt, vous pouvez le rencontrer pour demander. Ce procès a eu lieu. Et ça continue. Je me rappelle une fois, j'ai fait un direct où je demandais est-ce que les gens peuvent se dire, est-ce qu'on peut cotiser pour aider, pour qu'ils puissent prendre en charge les honoraires de l'avocat. J'avais fait un direct ici.
Parce que la résistance avait ses problèmes de fond. Certains se sont manifestés, ont donné de leur argent. Je crois qu'ils avaient récolté combien au Seigneur? Peut-être 200 euros, un truc comme ça. Mais on vient nous faire croire que le grand frère Marcel a dû manger, voler l'argent ou bien prendre l'argent. Non, écoutez, le grand Marcel Tchangé n'a pas faim. Peut-être vous ne le connaissez pas. C'est un monsieur qui travaille. Je sais là où il travaille. Vous aviez donné, c'est ce qu'on a souvent fait ici en Belgique. Nous, on a souvent cotisé. Lorsqu'il y a eu des organisations, l'organisation des manifestations, on a demandé à tous les combattants de mettre la main. Moi, j'ai souvent participé. Ils peuvent témoigner. Le grand Hugo Somo, il a les archives. Quand vous cotisez, ça ne part pas dans leur poche. C'est pour organiser. Qu'est-ce qui explique donc que ces aînés soient considérés, qu'on salisse leur intégrité, leur honorabilité, en leur faisant passer comme étant des infiltrés dans la résistance? À qui ça profite dans ce jeu? À un moment où on a besoin de rassembler, d'être concentré sur le combat, de mettre ensemble des stratégies. Des gens s'y plaisent à dénoncer les autres comme étant des infiltrés, des envoyés, pour fragiliser, démobiliser notre résistance. Alors que on a besoin, plus que jamais, de tels aînés qui ont de l'expérience. Je n'ai jamais vu discuter la place, hein? Ici, je ne les ai jamais vu discuter la place avec qui que ce soit. Je me rappelle au début de la basse, quand la basse a eu des quoi, quand nous avons lancé la basse ici avec les Niat Barano, ça a eu des problèmes, tout ça. Oui, je suis plus en désaccord. Ces aînés ont cherché à créer une médiation entre nous, les jeunes. Je leur ai dit vraiment, ça ne m'intéresse pas d'être leader. Le but pour moi, c'est d'accompagner tous ceux qui pourront accompagner la résistance. C'est ça ma vocation. Ils n'ont été jamais dans une logique de récupération bien accaparés d'un combat. Ils ont tellement de plateformes. Mais je ne comprends pas comment traiter ces aînés étant des infiltrés. Sur quelle base? Est-ce que vous serez prêt à répondre de ces allégations vers leur personne? C'est parce que tout simplement, ils ont gagné un procès contre l'ambassadeur. C'est eux qui ont gagné. L'ambassadeur a porté plainte contre Marcel Tchangé. Et Carlos Boimba, les deux noms cités, et les autres personnes qui n'étaient pas cagoulées, qu'on a dû identifier sur le terrain, c'est comme ça qu'ils ont eu les noms. Non, certains qu'on a arrêtés, qu'on a demandé le nom sur le terrain, et qui ont remis le nom, qui sont présentés face à la police. C'est comme ça que leur nom. En quoi Marcel peut prendre les noms des combattants, aller livrer? Moi, je suis en Belgique. Il a aussi pris mon nom. Comment un accusé peut donner le nom des causes accusées? Je pense que si on continue dans ce sens-là, nous allons finalement permettre à Samuel Eto'o d'être président de la République. Parce que finalement, il va utiliser nos propres contradictions. Il va profiter de nos propres contradictions et se maintenir. Parce que finalement, le débat aujourd'hui est en train d'être suscité. Voilà Eto'o qui est en train de prendre le relais, ça ne nous intéresse pas. Mais tel qu'il est en train d'aller là, Eto'o fils, s'il veut être président de la République, il sera président de la République. Parce que nous, de la résistance, qui devons être la colonne vertébrale de cette résistance au Cameroun, on préfère plus s'auto-détruire. Et là, ça lui donne raison de pouvoir penser pourquoi ne pas devenir président. Alors que sur une tête dynamique, la personne d'Eto'o ne nous intéresserait en rien. Eto'o ne serait pas un problème pour nous, ou bien faire débat.
Aussi vrai qu'il pense que le pouvoir peut se remettre dans son deal entre lui et Paul Biya et la famille de Paul Biya. Mais la plus grande force, c'est qu'au Cameroun aujourd'hui, personne ne peut devenir président de la République sans avoir l'assentiment du peuple camerounais. Mais si vous restez donc à vous entretuer, à vous invectiver, en responsabilisant les autres comme étant des infiltrés, étant la cause du retard de notre combat, en quoi ça avance notre combat et ça profite notre combat? Dans ces querelles, dans ces divisions internes, et ton fils donc aura donc la latitude de se positionner et de prendre les esprits démobilisés derrière sa cause. On devait être tous concentrés pour penser comment on fait pour le cas du Cameroun, pour la contestation de la vacance du pouvoir. Mais il y a d'autres qui excellent par la médisance, le colportage, le dénigrement, les ragots des bars et des quartiers. Il y a des dames qui sont devenues des spécialistes. Au lieu de faire des matinales pour édifier le peuple, la matinale, c'est fustiger des combattants. Parce qu'ils n'ont pas la couronne qui est décernée pour leur triomphe et pour leur gloire. Des gens organisent des plateaux pour laminer, lapider. Ceux qui se disent être combattants, nous on a souvent fait ça pour recadrer. Mais en même temps, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout. Des gens font des veilles, des matinales. Non, non. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on continue. Mais le plus important, c'est de donner notre position. Lorsqu'on s'en rend compte que ça, là, ça mène tout droit à démobiliser ou bien à casser notre dynamique, on se prononce, on avance. On te dit, frère, tu es dans l'erreur. On te dit, tu es dans l'erreur, ce que tu fais là, c'est pas bien. On avance. Mais tous, vous êtes connus. Tous. Votre spécialité, vous excellez sur les réseaux, dans la médisance, le colportage. Et ça s'appelle combattant. Ça s'appelle le combat. Soyez un peu sérieux. Vous ne pouvez pas traiter ces aînés. J'ai le respect pour ces aînés jusqu'à aujourd'hui qui sont restés incorruptibles. La plupart, allez voir la plupart, ce qu'ils font. D'autres aussi ne dealent pas directement avec le régime que vous voyez que soit vu, mais indirectement ils dealent. Il y a beaucoup aussi dans le combat qui dealent indirectement. Mais on ferme, on reste tranquille. Parce que ça ne nous intéresse pas. On les connaît. Il y a ceux qui sont contents du statu quo. Ce que nous observons là, qui sont contents de ce statu quo. Et l'opération dont c'est créer la suspicion au sein de la résistance. De créer un terrain de suspicion. Tel est dangereux, tel est dangereux, tel est ceci, tel est infiltré, tel est... On crée dans un terrain de suspicion qui ne sera pas propice à notre résistance, mais qui sera plutôt propice à nos adversaires politiques, qui eux sont en train de se réinventer. Comment donc dans ces conditions, et on ne peut pas penser qu'il peut être président? Quand il regarde que vous êtes tous démobilisés, comment lui aussi ne peut pas rêver que ça peut être une réalité pour lui? Parce qu'il est dans un couronnement national où il a besoin de toute l'approbation. Parce qu'il se rappelle qu'avant que Paul Biya le prenne aussi, Paul Biya a fait tout ce tour sur le plan national pour avoir un couronnement de toutes les chefferies. Donc lui aussi, il peut y penser. Et ça peut être du grand deal. Parce qu'entre eux là-bas, ils ne voient même pas.
Peut-être Eto'o peut venir les sortir du banditisme parce qu'entre eux, ils se connaissent tous. Ce sont des bandits. Donc, il faut cesser cette histoire. Avant de parler des gens, il faut connaître qui ils sont. Relais de l'information que nous mettons. Hugues Somo, c'est un archiviste, c'est un journaliste, un écrivain. Quand il est sur le combat, tout le monde n'a pas besoin de courir bien de marcher. Chacun joue son rôle. C'est Hugues Somo qui écrit l'histoire de notre combat, si vous ne le savez pas. Vous demandez à Hugues Somo tous les événements du combat depuis 90, il va vous sortir cela. Le livre qu'il a écrit sur Kempta, il n'a pas beaucoup réfléchi. Hein. Kempta ici, j'ai le témoignage, que Kempta même était surpris de voir certaines images, comme cette image. Kempta, au cours d'un meeting du SDF à Yaoundé en 97, on m'a dit que Kempta était surpris de cette image, où on avait refusé à Kempta de prendre la parole, on ne voulait pas. C'était un cassite du SDF qui ne voulait pas que Kempta prenne la parole. C'est comme ça que les Takumben, ce qu'on appelle aujourd'hui les Bobby Tanap, les femmes du SDF à l'époque, décident de se mettre à nu pour qu'on donne la parole à Kempta, à Yaoundé. Rien ne s'invente. Vous comprenez ça? Rien ne s'invente. C'est la continuité. Si vous avez ce livre, Hugues Somo avait juste les archives du combat qui se menait dans les années 90 au Cameroun. Il a ressorti tous ses archives, nous offrit ce bouquin. Emmanuel Kempta, la bête noire du couple présidentiel camerounais. Et tous les Camerounais, aujourd'hui, qui se revendiquent de la résistance, respectent Emmanuel Kempta parce que c'est lui qui a osé affronter, qui a brisé le mythe Paul Biya. Il est le tout premier Camerounais qui nous a fait croire que Paul Biya n'est pas le substitut de Dieu sur terre. C'est un être humain. Il a 2 bras et 2 pieds. Il a les yeux comme nous. Il respire comme nous. C'est Kempta qui a réussi à briser ce mythe. Et ce mythe a été l'inspiration de beaucoup d'entre nous. Quand Martin Tadjo se rend avec les autres combattants à l'hôtel intercontinental, tous sont obligés de faire recours à Emmanuel Kempta pour qu'il diffuse l'expérience de son affrontement avec ce régime. Et c'est comme ça que Kempta oriente, explique, charge d'énergie et de courage ces vaillants combattants. En juin 2019, à l'hôtel continental, vous aviez vu les femmes, les Martin Tadjo et quelques autres combattants dont j'oublie le nom, ont affronté courageusement. Mais le courage n'est pas l'absence. Hein? Le courage n'est pas l'absence de peur et de crainte, mais c'est l'audace d'affronter ce qui est craint. C'est comme ça qu'ils ont affronté avec une bravoure. Mais ils sont passés par le sevrage d'Emmanuel Kempta. Donc c'est une continuité. Nous devons respecter nos aînés. On doit s'inspirer aussi de nous. Ça ne sert à rien de dire, ils ont fait 30 ans, qu'est-ce que... Non, chacun a posé. C'est comme si nous, on insultait les Oumniobé. Pourquoi on se revendique d'eux? Les Moumi et les Oumniobé. Pourquoi? On s'inspire aussi de leur lutte. La lutte n'est que continuité. Si nous n'achevons pas cette lutte-ci, ceux qui viendront après nous vont s'inspirer de ce que nous avons posé comme acte. Vont s'inspirer de ça et inventer la version revue et corrigée. C'est une continuité, mes chers frères. D'où vient-il qu'on se moque, qu'on insulte, on jette à la vindicte populaire nos aînés qui ont gardé la serve de ce combat sans avoir à se compromettre, alors que plusieurs fois, la plupart ont été consultés. En tout cas, en ce qui me concerne, je leur serai toujours reconnaissant.
Même s'il y a des points de divergence. Même le grand frère Wanto, que souvent on n'est même pas souvent très d'accord. Les archives disent que le grand frère Wanto, quand, à leur époque, pour chasser Paul Biya, ils étaient en difficulté. J'ai eu le topo. Quand ils étaient en difficulté, il faut reconnaître, il faut savoir reconnaître. Quand ils étaient souvent en difficulté financière, et que Paul Biya se retrouvait à Genève, on appelait Wanto à la veille. Général, c'est difficile, il faut les billets d'avion. Wanto dit, attendez, je vous rappelle. Après quelques heures, Wanto dit, les billets d'avion sont disponibles pour vous. Kem t'apprend, Uxomo sort, il se retrouve. Ce sont les aînés. Ils peuvent avoir leurs manquements, leurs faiblesses. Mais ça ne nous donne pas le droit de les jeter à la vindicte populaire comme ça. Ils ont fait à leur époque. Il faut saluer. Il faut être reconnaissant. S'ils n'étaient pas là, s'ils n'avaient pas expérimenté ça, je ne suis pas sûr que nous allons braver à 2 jours. Parce que la lutte ne s'invente pas. C'est une continuité dans le temps. On s'inspire des actes de bravoure de nos prédécesseurs pour continuer le combat. Ça sert à quoi? J'aurais pu me taire. J'aurais pu me calmer. Mais j'ai dit non. Ces aînés que je respecte, je ne peux pas accepter. Et ces gens sont, je vous le dis, ils sont tellement effacés. Le 6 septembre, la veille de l'assaut final en Belgique, on organise une conférence. C'est Marcel Tchangele et Hugo Soumou qui ont mouillé le maillot. J'étais dans l'équipe d'organisation. Je demande même, prenez même le micro pour saluer. Marcel dit non, ça ne m'intéresse pas. Je dis ouais, grand frère, il faut moins qu'on sache que tu as. Il dit non, Stéphane, gérez ça, gérez ça. Hugues, pareil. Effacé, je vous le dis. Ils ont toujours, je dis en témoignage, toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes? Organiser, donner de l'expérience. Mais je sais que derrière cette manœuvre de mes jeunes frères, il y a un long bras qui se cache derrière. Ils ne sont en guerre avec personne. Si c'est pour le cas de l'ambassade qui vous choque et faire cette sortie, tasser ces aînés d'être des infiltrés, je suis désolé. Je suis désolé. L'ambassadeur a porté plainte contre Marcel Tchangé. C'est son nom qui est affiché, ce n'est pas contre la base. Et quand on l'a dit, ce n'est pas qu'on soit contre la base. D'ailleurs, tout le monde a jubilé le combat de la base. Ça n'a dérangé personne. Ça n'a dérangé personne. Mais je me demande bien, si Maître Alexis de Watt avait perdu ce procès-là, est-ce que la base aussi allait reconnaître la défaite? Est-ce qu'on allait reconnaître la défaite là? La défaite allait avoir un nom. Est-ce que c'est une guerre? Il n'y a pas de guerre entre nous. Si l'ambassadeur a été humilié, c'est un bien pour la résistance. On salue ça et amplifions. Le seul truc, c'est que pour l'histoire, nous avons besoin de restituer, de restaurer la vérité. La vérité, c'est que l'ambassadeur a porté plainte à Marcel Tchangé et Carlos Bwende et quelques noms cités. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que les Camerounais doivent savoir. Mais quand on l'a dit, il ne s'agit pas d'enlever, je ne sais pas, un trophée à qui que ce soit. Non, c'est de dire la vérité. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Ils n'ont escroqué personne. Ils n'ont escroqué personne. Moi, j'avais fait un direct, j'ai demandé si on peut les soutenir pour le procès. Parce qu'il fallait payer les honoraires de l'avocat.
Et les 1 500 € que le tribunal a demandé à l'ambassadeur de payer, ce sont les honoraires de l'avocat qu'il va prendre pour être payé. S'il y a différence, ils prendront ça pour aider une œuvre, je ne sais pas. Mais c'est ça le but. Mais d'où vient-il que le fait qu'ils restituent la vérité, que c'est un procès contre eux, qu'ils soient jetés à la vindicte populaire, présentés comme des infiltrés? Non, c'est mal les connaître. Et j'ai vu des gens suspendus au premier degré de l'information applaudir cela. Marcel Tchangé, c'est un père. Vous croyez qu'il a la même vigueur que nous, quand nous sommes sur le terrain, de venir courir bagarrer pour Paul Biya? C'est plus pareil. Donc pour vous, le fait qu'il soit derrière, c'est synonyme d'infiltré. Pour vous, le fait que Hugo Somo prenne les photos, tout, pour archiver, parce que notre résistance, il faut raconter cela aux enfants, aux progénitures. Ce n'est pas les images. Et ça, c'est le travail de... C'est un journaliste d'abord. Même s'il donne des conseils, la croix, mais il se rassure. Moi, j'ai une photo. Je ne sais pas si j'ai le truc. J'étais surpris. Attendez, je vous montre. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je ne savais même pas si ça existait. Oh là, non, je n'ai pas ici. Les toutes premières réunions, ici en Belgique, pour le combat. Hugues Somo m'a sorti la photo avec d'autres combattants. On avait commencé le combat-ci. Quand on lançait la passe au début. Il y a même des combattants dans la photo que j'ai vu que je ne me rappelle même plus. 2. Il m'a montré, il m'a dit Stéphane. Voilà. Il dit, hey grand. Et c'est ça qui parle. Sur la toile, un jour c'est Ahmed Stéphane. Ahmed Stéphane m'appelle, il a mis sur sa page. Ahmed Stéphane avait mis une petite vidéo de moi, en 2011, quand je militais dans le parti Le Peuple Uni, le parti de Matomba, à l'époque, comme chargé des relations publiques. Je répondais aux journalistes de Canal 2. Ahmed Stéphane sort le truc et dit, mais ça sort d'où? C'est Hugues Somo qui dit, non, ce sont tes images que moi j'ai depuis. J'ai archivé. Moi, je ne me rappelais plus de ça. Et je me rappelle que dans les commentaires d'Ahmed, les gens disaient, mais hey, donc tu moussais dans le combat depuis. Dans 2011, tu mouettais déjà. Oh, moi, d'habitude, je ne me rappelle pas de cette histoire où il a dit que c'est des gens qui me ramènent souvent des photos de moi. Moi, je ne prends même pas, ils ne me rappellent pas. C'est des gens qui me ramènent souvent des photos. Et c'est leur rôle d'archiver. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire, nous, on va parler, moi, j'ai beaucoup d'actions que j'ai menées par le passé. Je ne me rappelle pas, je n'ai pas d'image, je n'ai pas de photos. C'est des gens qui ramènent. Et c'est ce qu'ils font. D'où vient-il qu'ils deviennent des infiltrés, chers frères? Parce que vous avez des points de divergence, vous les taxez directement d'infiltrés? C'est mal connaître. Hugo Somo dont vous parlez. Il était commissaire, il est sorti à Moutengue, il était commissaire. C'est qu'il le révolte. Il ne voit pas son nom dans la liste. On change son nom par le nom de quelqu'un d'autre. Hugo Somo, il a une formation de commissaire. La plupart dans le régime de Paul Biya, ceux qui sont même à la garde présidentielle, là, le connaissent très bien. Hugues Somo était comme ça, il est sorti après formation. Quand il ne voit plus son nom. Voilà comment il est révolté. Il a travaillé dans la commune urbaine de Douala comme archiviste. Il est venu ici, il est écrivain journaliste. Kamel.b, allez voir les sorties, c'est lui qui écrit. Il a toujours porté plus haut le combat de l'opposition camerounaise. Tous avec les machettes Tchangé, qu'on accuse d'avoir tué les Guérandi. Oh, beaucoup n'ont même pas de vérité. Donc, dans le but de détruire ou bien de démobiliser les combattants, on fabrique des choses qui vont nous diviser. Peuple, restons concentrés, objectifs dans ce qui nous attend. Si vous n'êtes pas conscient que le Cameroun qui est en train de se vivre là, aujourd'hui, l'un des leviers, en dehors du tribalisme, que le Cameroun, le régime de Paul Biya utilise, le divertissement va devenir finalement l'un des moyens
d'asservir et d'abrutir les Camerounais. Les Camerounais, chaque jour qui passe, donnent leur consentement, peut-être de manière inconsciente, au régime de Biya, de perdurer, d'avancer. Et tout ceci trouve sa force, sa puissance dans les contradictions qui existent au sein de l'opposition camerounaise, non seulement au sein de l'opposition, mais aussi la diaspora qui suscitait déjà l'espoir. Les Camerounais de plus en plus ont une conscience de confortabilité fétale, en position fétale, qu'il faut laisser ce régime-là se faire. Ceux d'en face n'ont plus les moyens. Et tout ceci porte sa source, non seulement dans les contradictions qui existent dans l'opposition camerounaise, mais aussi au sein de la diaspora camerounaise qui suscite de l'espoir. Quand vous ouvrez votre caméra, chaque jour, si vous rencontrez 20 directs, il y a au moins 18 directs d'autodestruction des combattants de la diaspora. Avec ça, vous croyez que vous pouvez servir d'espoir? Vous pouvez être le tremplin pour le changement pour le Cameroun? Puisqu'ils ont compris ça, que les Camerounais de plus en plus commencent à se décourager, ils sont en train d'utiliser maintenant le divertissement pour que les Camerounais donnent leur consentement à cet asservissement de la catégorie populaire. C'est pour ça qu'on doit multiplier les championnats, comme la CHAN, la CAN, etc. Le régime ne se fait que dessus. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Paul Biya a toujours utilisé ce régime, a toujours utilisé la victoire des lions indomptables pour asseoir sa politique assassine contre le peuple camerounais. Le football, c'est comme ce psychotrope qu'on donne à quelqu'un de consommer, qui vous met dans des qui change l'état de votre conscience, qui vous fait planer. Hein, psychotrope ici, c'est comme le banga, pour être terre à terre. Le football est devenu le banga des Camerounais. Et ils savent très bien qu'en offrant le football, en finançant dans le divertissement, on oublie automatiquement la répression, les abus et le recul démocratique du régime de M. Paul Biya. Allez voir, pendant ce foot, vous avez des Camerounais qui défilent avec l'image de Paul Biya. Heureusement que les ancêtres existent encore dans ce pays. Si le Cameroun avait gagné un seul instant, c'est que nos oreilles, on n'allait pas dormir. Si le Cameroun avait seulement gagné, heureusement que même les ancêtres ne sont plus d'accord. Ils ont misé, organisé tout. Parce que le football est devenu le pion du peuple. Le banga du peuple. On vous manipule avec. Parce qu'ils savent qu'ils ont échoué partout. Maintenant, ce qu'il faut servir aux Camerounais, c'est le foot. Qui est un divertissement. Qui participe à l'abrutissement du peuple. Le peuple ne doit jamais s'intéresser sur les questions de développement de notre pays. Il faut toujours l'abrutir par le divertissement. Le fanatisme.
Voilà les questions. Où ils veulent nous amener. Et pendant ce temps, quand on vous amène dans le divertissement qui vous abrutit, derrière, on pense, on renouvelle, on se projette. Qu'est-ce qui va se faire après Bia? Ça doit être Bia. Qu'est-ce qu'on met? Les gens qui veulent prendre gratuitement la tournée de ton fils, méfiez-vous. Ne soyez pas naïfs. Même si on n'a pas des éléments profonds pour analyser cela. Mais le geste d'Eto n'est pas un geste improvisé. C'est un geste, c'est un des actes qui a des explications profondes sur le plan politique. Et vous êtes sans ignorer les ramifications, les relations incestueuses qu'a Eto fils avec le régime en face. Mais Eto sera un danger pour nous le jour où nous allons toujours rester à nous quereller, à nous diviser. Mais si nous restons concentrés par rapport à la vacance du pouvoir du Cameroun et nous organisons toutes les stratégies pour bloquer Eto, aussi vrai qu'il s'appelle Eto fils, qu'il soit l'un des meilleurs joueurs que la Terre, la planète n'ait jamais connu. Tant que pour nous, il n'a jamais été du côté du peuple. Tant que pour nous, il n'a jamais pris position des souffrances du peuple camerounais. Il peut se balader. Ils peuvent avoir toutes les promesses qu'on peut lui donner. Mais le peuple camerounais, le vrai peuple de la résistance, va stopper cette imposture. Mais si et seulement si nous parlons d'une seule voix, d'une même bouche, nous regardons ensemble, que nous ne nous détruisons pas. Nous ne nous invectivons pas. Ça pourra se faire. Donc c'est pas intéressant. Qui partent partout. Ayaka Douma, Andolmeka, n'importe qui part, qui se balade. Mais il ne va jamais enlever du cœur des Camerounais que le moment où le Cameroun l'attendait, qu'il prenne position face aux souffrances, il a plutôt donné l'onction, il a légitimé la barbarie, l'oppression, face au peuple opprimé. Et tout ne va jamais enlever ça de notre cœur. Même s'il fait des opérations qu'il a de son image, où il a sélectionné autour de lui une certaine presse, qui font la promotion de sa personne, en nous le représentant comme étant un ange, il ne va jamais enlever de notre cœur que c'est un loup déguisé en agneau de circonstance. Il ne va jamais enlever de nos cœurs qu'il a participé de manière indirecte à laisser tuer nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest sans jamais dénoncer ce comportement. Et nous ne pouvons jamais accepter, aussi vrai qu'il est permis pour lui de rêver, d'avoir cette ambition. Mais le peuple conscient, n'acceptera jamais un Eto-fils à la tête de notre État. Parce que sa tournée participe d'un deal profond entre lui et Paul Biya. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ça ne nous concerne pas. Et nous avons donc l'obligation de lui rappeler que le Cameroun, des années 60 ou 80, où le pouvoir se discutait dans des chambres, ou bien des antichambres, ce n'est plus ce Cameroun. On a un Cameroun qui a mûri. On a un Cameroun qui a donné des hommes valeureux, qui a donné des hommes ingénieux, qui a donné des hommes d'une certaine dimension et qui méritent d'être à la tête de ce pays. Qu'ils laissent tous les deals ou bien le soutien, même sur le plan international. Mais ce n'est pas eux qui le feront roi.
Le roi se décidera à la tête du Cameroun avec le peuple. Que ceux qui te tournent, que tes fans qui te saluent, même tes fans sont très conscients que pour ce qui s'agit de la présidence ou bien la magistrature suprême, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc il faut être prudent, il faut être regardant. C'est les questions sur lesquelles nous devons observer. Nous devons regarder profondément. On doit être concentré dessus. Apporter des éléments pour éclairer le peuple de la résistance. Voilà notre comportement. Dénoncer tous ceux qui participent à la démobilisation, au retardement des évolutions des choses pour le combat. Et moi, en ce qui me concerne, je ne regrette jamais ma posture. Et les gens m'appellent, tu as fait sortir ici. Je dis oui, j'ai fait. Je suis prêt à recommencer. Si ça se représentait. Le président Kabila a dit, oui, il a dit, c'est pour lui. C'est un politique. Oui. C'est un politique. Nous, ce qu'on dit, on assume. Et ça aide la plupart du temps. Même si ceux qui ne comprennent rien. Même si je suis seul, j'affronte seul mes balles. Je ne vais pas parler d'eux à quiconque. Et je tiens face à mes balles, je ne recule pas. Maintenant, ceux qui peuvent brailler, ça ne m'intéresse pas. Vous disparaissez, nous on affronte. Même si tu t'appelles Monsieur Dieu le Père, on t'affronte. On tape dessus. Et ça te recule dans tes ambitions. Et nous on avance. En no get combi. C'est ça notre posture. Maintenant, que le président fasse une sortie, nous on l'aime, on le respecte, on l'adore parce qu'il aime le Cameroun. Mais ça n'enlève à rien. Pour nous, c'est un politicien. Ça ne change pas notre posture. Tu recommences, on tape dessus. C'est un dossier costaud qu'on a géré les semaines précédentes. J'ai vu les gars fuir le dossier. J'ai vu les gars fuir qui disent qu'ils sont prêts à arracher Paul Biya. Les vrais dossiers, les gars, ont été équilibristes. C'est bien. Je ne vous demande pas d'être les nous autres. Chacun assume. La chance que nous on n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Nous, on ne fait pas plaisir aux gens. C'est la chance que nous avons. Tu veux soit notre ami, soit notre ennemi, on s'en fout. Quand on sent que ça là, ça veut détruire, ou bien ça va empêcher le combat, on tape, on te dénonce. On tape sec. Tu veux te dire qu'on lit dans la boule de cristal, on s'en fout. Mais nous, ce qu'on dit, on sait ce que nous on dit. Maintenant, ça regarde les choses. Si tu veux faire des opérations qui lavent, on s'en fout. Et quand on le fait, ça fait beaucoup de doses d'amour. C'est parce qu'on t'aime qu'on te fait ça. Qu'on fait ça. Parce que tes vrais cops, derrière, tes vrais cops nous disent des choses. Après, ils viennent te faire Alléluia, Amen. Mais derrière, nous, quand on te tape, ils sont là, ils amplifient. Crucifiez-le. Il est dangereux. Tes cops, tu les connais. Ils sont derrière, crucifiez-le. Nous, au moins, on te dit. Maintenant, si tu dis que ça participe à la déstabilisation, on s'en fout. Nous, au moins, à la fin, on est fiers d'une chose. Ça a reculé ton projet, ton plan, et ça te remet en question. C'est tout. Que le président sorte, qu'il prenne n'importe quelle posture, nous, on s'en fout. Ça ne fait rien à nous autres. Nous, on a fait notre mission. Qu'ils soient d'accord avec nous, ils ne sont pas d'accord. Nous, on s'en fout. Nous, c'était important. C'était notre mission. Et on l'a fait. Donc, il y a des situations. Si tu sais, si tu ne maîtrises pas les méandres des choses, tu te tais. Même si on est fou, laisse que nous on soit fous. Mais ça aide.
Peut-être toi, tu ne vois pas. Tu n'es pas obligé de voir. Tu n'es pas obligé de comprendre. Ne m'appelle pas pour comprendre. Ne te donne pas d'explication. Mais nous, qui avons le privilège de comprendre certaines choses profondément, ça aide beaucoup. Ça aide. Tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. C'est ça, le combat. Donc, il faut comprendre. Il faut accepter ça. Mais un jour, vous allez comprendre. Peut-être nous ne sommes pas très explicites. Parce que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. On n'est pas aussi idiot. On ne dit pas tout. Mais un jour, même si aujourd'hui on est en minorité, un jour, le jour viendra où on nous donne une raison. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est que nous, on a défendu la vérité. Et on continue de défendre la vérité. Le combat du Cameroun n'a plus besoin des compromis. C'est trop. On a vu des gens. Non, il faut faire comme ça des calculs bizarres. Non. On n'a pas besoin. Il faut être clair. Si c'est Maurice Kamto qui représente pour nous la pierre angulaire de ce combat, frère, sœur, donnons-lui tout. Je dis donnons-lui tout ce que nous avons en position pour qu'il porte ce combat. Le Cameroun est le pays de l'Afrique, un des pays les plus dangereux. Je dis les plus dangereux. Paul Biya se maintient plus de 38 ans au pouvoir. Ce n'est pas parce que c'est un spécialiste sur les questions politiques. Ou bien c'est un féru de la politique. Non. Il a toujours surfé sur les contradictions de l'opposition camerounaise. Et l'une des contradictions, c'est le ponce-pilatisme et la traîtrise. Tu peux marcher avec ton frère aujourd'hui comme ça, main dans la main, serré, serré. Tu ne jures qu'en son nom. Mais le même frère peut devenir ton malheur les minutes qui suivent. Et c'est ça le Cameroun. La révolution, si ne vous enseigne pas. Les guerres que vous voyez au niveau de la diaspora, c'est des guerres de leadership, hein, de reconnaissance, de quête. Vous avez des femmes là-bas qui ne savent même pas où elles se situent. Elles gesticulent, elles sont dans tous les groupes, partout et nulle part. À la recherche de la visibilité, de la reconnaissance. Le combat est devenu la Starmania. Elle nous crée tous les problèmes. Tout le monde. Elle ne dégage même pas ce qui peut faire attirer les gens près d'elle. Tout ce qui est bizarre, c'est ça, dispersé partout. D'autres sont prêts à tuer, même si vous portez un projet là, qui peut libérer le Cameroun. Si eux, ils ne sont pas au centre des décisions, ils vont tuer. Il faut que ça passe par eux. Ils sont le ciment. Hey! Si les Oumyobé avaient pensé ça, à ça, les autres, il faut que ça cesse. Si vous n'avez pas souffert, le peuple camerounais souffre, je vous en prie. Si vous avez un peu de respect pour ce peuple, lorsque vous venez dans ce combat, pensez d'abord à ce peuple-là. Pensez d'abord. Pensez un seul instant à ce peuple. Depuis 38 ans, nous souffrons. Donc, lorsque nous avons l'opportunité que quelqu'un se présente, parce que le problème aujourd'hui, il ne s'agit pas de qui? Il s'agit d'abord de faire tomber ce système en place. Il est tellement construit profond qu'il faut créer des moyens pour déraciner ce régime. Mais vous n'êtes même pas encore. On n'a pas encore véritablement abattu le combat. D'autres sont dans des quêtes de reconnaissance. Il faut mettre les pots de banane pour faire glisser les autres.
Il faut tasser les autres d'infiltrer sur du bavardage de colportage. Parce que sur les amis n'ont aucun élément, aucune preuve. Continue ce qu'ils racontent. Moi, c'est dit que quelqu'un est infiltré. J'ai les éléments. C'est dit que quelqu'un est infiltré. Et d'ailleurs, surtout que je n'ai jamais dit ça. Je mets quiconque à défi. Je n'ai jamais dit ça, que quelqu'un est infiltré. Je sais choisir mes mots. Je peux les expliquer. Si elle dit, celui-ci c'est un infiltré, ce n'est pas le colportage, ou le bavardage, la médisance. C'est que j'ai des éléments. Bon, il y a aussi certains qui ont une légèreté d'analyse. Il y a d'autres, si tu t'assois, comme Aimon Kangwe s'assoit souvent avec les membres du RDPC sur le plateau. Ils débattent, mais après ils rient. Après le plateau, ils sortent. Si tu vois donc Aimon Kangwe boire peut-être une bière avec un membre du RDPC, pour toi, il devient subitement infiltré. Voilà. Voilà la réflexion de plusieurs. Si on te voit marcher à un gars du régime en place, directement, la réflexion, c'est que non, c'est un infiltré parce qu'il a marché avec tête. Voilà la réflexion des Camerounais. L'autocensure, l'autodestruction. Il faut libérer ce pays. Il faut sauver ce pays. Si nous ne libérons pas ce pays, nous allons tomber tous. Si nous ne nous concentrons pas pour ce qui est commun à nous, pour sauver ce Cameroun, ma cible, c'est pour ça que je refuse, même si je n'ai pas de crainte à prononcer les noms, mais je refuse de prononcer des noms, parce que ce n'est pas ça l'objectif. Mais je suis sorti ce soir quand j'entends dire que les aînés, pour que j'ai beaucoup de respect, que j'approuve véritablement le combat, sont des infiltrés, ça me fend le cœur. Et tous ceux que j'ai vu faire, j'ai organisé des choses où je n'étais même pas souvent d'accord. Même avec le grand frère Marcel Tiangué, je n'ai pas toujours été d'accord avec lui. Mais pour moi, ça n'enlève à rien qu'il soit un aîné respectueux, respectable. Parce que j'ai approché beaucoup d'aînés. Lui, au moins, il fait la différence. Même s'il a ses imperfections, il fait la différence. J'ai vu. J'ai travaillé avec lui. Il est arrivé des moments où on ne s'entendait pas sur certains points. Le grand Marcel a voulu que je sois le représentant de la base à un moment. J'ai dit, je ne peux pas. Ça nous a mis en désaccord. Quand la base était déjà tombée. Quand la base avait pris effet ici, en Belgique, pour réconcilier, il dit laisse, il a fait la médiation avec toutes les tendances. Il dit Stéphane, Emmanuel Kemta peut témoigner, il était ce jour. J'ai dit ça ne m'intéresse pas. Je veux juste voir les frères servir le Cameroun, c'est tout, je vais accompagner. Mais il n'avait pas compris qu'il peut y avoir des Camerounais aussi qui sont désintéressés à ces choses-là. Et le grand Marcel Tiangué, c'est quelqu'un qui est très regardant. Il n'embrasse pas les gens directement. Non, 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 non. Tu peux faire le bruit. C'est là où j'aime son attitude. C'est quelqu'un, tu peux sauter, gesticuler, tu parles combat. Non, non, non. Lui n'embrasse pas les gens directement. Par l'expérience du combat, il observe les pas et les attitudes. Est-ce que la démarche de c'est une démarche intéressée? Est-ce que c'est conditionné sa démarche? Est-ce qu'il pense au combat? C'est ça la tête de Marcel Kang. Lui ne blague pas. C'est un aîné qu'on n'approche pas n'importe comment. C'est quelqu'un qui connaît. Quand tu as des attitudes un peu bizarroïdes là autour, il te dit. Et moi, il m'a souvent prévenu sur certaines personnes. Il m'a souvent prévenu sur certaines personnes. Et ça n'a pas menti. C'est un aîné avisé. Pas parce qu'il est sorcier. À cause de l'expérience du combat. Quand les gens s'agitent là, que ce soit jeune ou bien aîné, tout ça, il dit celui-là, tu vas voir, il va s'arrêter, il va se souffler. Ce n'est pas le combat.
Et j'observe, je vois. Et c'est ça. Si ce type était ce qu'on pense, un infiltré, il a tout mon nom, hein. Il me connaît personnellement. C'est que moi aussi m'a déjà vendu. C'est qui m'a déjà fait des coups foirés. À un moment où j'étais même en désaccord avec lui. Toujours sur les histoires de la basse. C'est qui m'a livré à la vindicte populaire. C'est qu'il a même donné des informations pour qu'on me liquide. Mais il est resté grand. Et je ne peux pas accepter que nous, les jeunes frères, on puisse s'attaquer à la personne de ses aînés. Les Hugues Somo, les Ili Kadi et les Marcel Tchangé. Non, ce n'est pas le combat. Donc il était important de repréciser cela et de dire que vraiment, chers frères, même si vous êtes énervé, la sagesse voudrait que vous vous rapprochiez auprès de cette personne, vous lui dites vraiment, voilà, je suis en désaccord avec elle, voilà, voilà. Moi, j'ai refusé souvent de me prononcer sur des questions qui me sont chères, pas parce que je n'ai pas d'éléments. Mais avant ça, j'ai fait des débats et j'ai posé avec ces personnes. Je les ai appelées, j'ai toujours averti. Même quand je me sépare avec des gens. Même s'il arrive un jour que je me sépare avec quelqu'un, j'avertis toujours. Vraiment, s'ils sont sincères, ils vont vous le dire. Je sais pardonner. Je sais supporter. Mais quand ça arrive à pleurer, je prends mes distances. Et quand je prends mes distances, je te le dis, tu vois que c'est l'amusement. Je dis non, j'arrête là aujourd'hui la collaboration. Et même quand j'arrête la collaboration, ça ne me donne pas le droit de venir me mettre sur la toile, raconter n'importe quoi. Si j'attaque quelqu'un, bien je réponds. C'est en fonction d'un positionnement sur le plan politique. Qui est juste un débat. Mais attaquer sur cette chose, parce que j'estime que même si on n'est pas ensemble, on a passé des bons moments. Et je ne peux pas oublier. Il y a beaucoup. Peut-être certains qui m'attaquent beaucoup dans le combat. Mais je ne peux jamais oublier le bien qu'ils ont été pour moi. Le meilleur moment qu'on a passé ensemble. Et parce que je me projette. En tant qu'homme politique, j'ai le sens du secret. Je ne peux pas verser à la vindicte. Mais tout ce que j'ai fait, je dis ici, la démarche ne m'intéresse pas, je préfère prendre le recul. C'est tout. Et je m'arrête là. Mais à une reconnaissance, pour la quête d'une reconnaissance, recherche d'une gloire ou bien d'une victoire, que ça ne nous pousse pas à tuer la dignité, l'intégrité de certains aînés. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je suis resté, quand on m'a envoyé ce direct, je suis resté et dit, waouh, on parle des aînés que je côtoie chaque jour. Je ne peux pas rester silencieux. Et je comprends aujourd'hui. Moi, ma soeur, il y a quelqu'un là, il y a des gens qui passent leur temps infiltrés, Stéphane Touba est un voleur, Stéphane Touba fait ceci. Bon, ça ne m'intéresse pas. Bon, ça parce que je sais que les vraies personnes, en fait, les personnes équilibrées, et ceux même qui le font, ils savent très bien que je ne suis pas un voleur. Ils savent très bien. En fait, c'est des gens qui veulent m'attaquer. Bon, pour moi, heureusement, quand tu m'attaques, moi, ça devient l'amusement. Je ne vais pas passer mon temps à t'attaquer pour ça ou bien te répondre. Pour moi, je prends ça comme du jeu. Et je m'en fous pas mal. Je ne considère pas. Mais maintenant, le danger, c'est que quand ils le font, il y a des personnes qui peuvent croire à ça. Qui peuvent tomber dessus et y croire. Mais il y a des personnes, peut-être qu'ils vous observent, ils connaissent votre trajectoire. Ils disent non, Stéphane ne peut pas faire ça. Parce qu'il est quelqu'un qui défend de telles valeurs. Il ne peut pas faire ce qu'il vous racontait là. Cette campagne, c'est une campagne de dénigrement vers sa personne. Bon, moi, ça ne va rien me dire. Je ne vais pas rester tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, avant que je suis voleur, ça me dit quoi? Voleur. Je suis voleur. Et c'est pas ça qui va changer Stéphane Touba que je suis. Il y a d'autres qui sont passés par cette campagne croyant que ça va me déstabiliser. Vous ne pouvez pas. Vous êtes petit pour me déstabiliser. On ne fait pas le combat là ici. Nous, on ne s'improvise pas dans le combat dans la diaspora. On fait ça depuis. Donc si tu penses que tu vas nous déstabiliser, nous, on ne nous déstabilise pas. On ne nous déstabilise pas. Vous croyez que nous, on est le genre où on fait bon, bien pleurer? Non, on ne pleure pas. C'est le combat. Nous, la définition du combat, on te donne les coups. Tu donnes les coups. C'est comme ça. On a la mentalité du boxeur.
Le bosseur, celui-là, sur un ring, il donne les coups comme il encaisse aussi. Donc nous, on encaisse. On est fair play. Quand tu vois, tu tapes ça sec. Maintenant, le jour où tu mens, tu racontes autre chose qui est plus profond. On t'arrête. Le petit frère d'Anango, il peut vous dire. Il m'insultait, son frère m'a insulté Anango, tout ça. Je ne disais rien. Son petit frère m'a insulté. Yesu m'a dit, moi, je ne vais pas t'insulter. Oh. Moi, là, j'ai grandi dans les quartiers les plus difficiles. Le ghetto me rattrape souvent. Pour nous, là, on ne me gagne pas comme ça. Soit tu me tues, soit je te tue. Je l'ai arrêté. Il y a beaucoup qui peuvent témoigner. On était en plein... Non, il y avait manifestation pour le combat. Et il y a beaucoup qui savent que Stéphane Tubois est sérieux. Il est trop cool. Le jour, le gars qui... Je l'ai arrêté. Il a dit, on finit pour nous ici aujourd'hui. On tait ça. C'est plus Facebook, c'est en direct. Le gars tremblait. Et il paniquait, il a voulu pisser sur lui. Les gens sont venus séparer. Il a dit, parle encore. On n'est plus sur Facebook. Je vais te rappeler que je suis un bon voyou. Nous, on n'a pas seulement la force de l'argument. On a aussi l'argument de la force. Le gars a paniqué. Il a pris le taxi de la Bobac. Ses frères l'ont appelé, rentre, on peut te tuer là-bas. Beaucoup peuvent témoigner. Beaucoup. Mais ce n'est pas ça qui nous définit. Nous, on est des voyous. Quand je dis ça, peut-être les gens pensent que c'est l'euphémisme. Ou bien, non, non, non. Nous, on a gagné dans le quartier. Ou quand vous allez jouer, on te tape. Tu arrives à la maison, on te renvoie à la maison, on dit, va là-bas, va bagarrer là-bas, va te défendre. Les amis, on te pousse, on te dit, tu bagarres toi-même, t'as pas, va. T'as pas, arrive. C'est ça. Mais maintenant, si on trouve que bon, c'est pas intéressant ce que vous racontez, vous pouvez faire des matinales, nous insulter, raconter, bon, c'est pas important. Pour nous, ça n'enlève pas. On ne sera jamais haineux envers vous. Nous, on regarde ça, on dit, ah, peut-être il y a des circonstances de la vie. Il y a peut-être certains événements que vous n'avez pas su gérer dans votre vie, qui vous amènent à ça. Bon, on pardonne. On ne tape pas. On reste tranquille. Donc, ma sortie ce soir, c'était important, il fallait restituer la vérité. Nos aînés doivent être respectés dans ce combat. Et ce sont d'être distraits. Avec ces histoires telles infiltrées, telles... Si on ne regarde pas pareillement le même sens, mais je sais que l'idéal qui nous lie, c'est la libération de notre pays. Et si cet idéal est pour nous très important, ça ne me donne pas droit de penser que tel est infiltré ou bien tel est infiltré, tout. On n'a pas peut-être, on ne va pas travailler ensemble. Ça peut-être c'est une vérité. On n'a pas peut-être la même méthode, le même déploiement, on ne pourra plus être ensemble. Ça c'est aussi vrai. Mais au moins, respectons-nous à cause du combat. Si nous voulons garder les Camerounais, si nous voulons continuer à garder les Camerounais, et si vous voulez que les Camerounais nous regardent comme étant l'espérance, l'espoir, allez voir. Mamadou Mota est sorti. Il a salué la diaspora. Le président Kamto, chaque fois qu'il sort, il salue toujours la diaspora. Personne n'ignore le combat de la diaspora. Allez même voir, même ceux de Paul Biya, qui veulent aujourd'hui, qui veulent négocier, qui veulent arranger, dans tout ce qu'ils disent, que vraiment, comment on peut faire pour réconcilier la diaspora. Mais c'est parce qu'ils reconnaissent en eux que la diaspora est devenue une force. Est une force, est une puissance. Mais quand nous, on s'auto-détruit, ça les avance. Ils sont contents, ils se réjouissent. Et c'est ce qu'ils ont toujours planifié. Il y a d'autres, les théoriciens de ce régime-là, qui l'ont dit dès le départ, laissez-la. Laissez ces gars. Vous n'avez pas besoin de les citoyer ou bien de les attaquer ou bien de les... Ils vont s'auto-détruire. Il y a des gens qui l'ont pensé dans le régime, en face. Parce qu'ils ont juste observé le comportement des uns des autres. Ils ont réduit, ils se sont dit en conclusion, il faut les laisser. Ils vont s'auto-détruire. Personnellement, vous n'avez pas besoin de les attaquer. Et ils savaient. Et c'est ce que nous avons subi au sein de la résistance. Mais je dis merci. Malgré tout cela, il y a des gens qui se sont distingués. C'est pour ça que je serai toujours et toujours reconnaissant à la veille d'Emmanuel Kenta. On peut être critique envers cet homme. On peut tout raconter. Mais je vous assure, ce monsieur, il est l'un des combattants qui fait l'unanimité au sein de la diaspora camerounaise.
Même ses ennemis le disent. Si c'est comme ça, nous acceptons. Un type qui avait toutes les capacités de se mettre devant, de prendre la résistance devant. Mais il a refusé, il a propulsé les autres. Il a toujours mis les jeunes devant. Sa modestie et son humilité, à un moment, ça nous énervait, nous autres. Il est toujours comme ça. Ah non, combattant, laisse, il faut laisser, on va faire avancer. Je vous assure. Mais heureusement que des gens comme Emmanuel Kemta existent. Sinon, on aurait tout perdu dans notre combat. On aurait perdu notre combat. Heureusement. Et c'est pour ça que je suis respectueux. Voilà l'une des personnes que je ne manquerai jamais de m'humilier devant lui. Parce que j'ai vu la simplicité d'un homme. Emmanuel Kemta. J'ai vu. C'est un type qui chaque jour, quand il parle, vous ne pouvez pas imaginer. C'est parce qu'il est à bout. Si vous entendez Emmanuel Kemta sortir, c'est qu'il est à bout. Mais ce type a toujours cherché à être déçu de tout ce qui nous divise. Mais il était déçu. Il était déçu. Mais ça n'enlève en rien ce qu'il est. Il continue, pour lui c'est le combat. On va sortir, on va revenir dans la semaine avec d'autres sujets d'actualité pour le cas du Cameroun. Au Cameroun, ça brûle. Peut-être que vous ne savez pas, ça brûle. Il y a les dossiers forts, costauds. C'est pour ça que la sortie de Mota, si vous avez salué ça une fois, saluez ça doublement. Il y a les enjeux. Il y a les enjeux pour le cas du Cameroun. On va sortir, on va expliquer. Donc on va faire politique là, dans la semaine. On va vous expliquer. C'est grave au Cameroun. C'est pour ça qu'il faut être concentré. Très concentré. Et vous allez comprendre que c'est tellement grave qu'il y avait raison de notre part de prendre une certaine posture pour protéger la résistance. Vous allez le comprendre. Restez calme dans la semaine. Son team leader. Il y aura quelque chose. Restez seulement calme. Bonne soirée.